Voilà, madame. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Aujourd'hui, nous allons parler d'art, puisque c'était le sujet de notre dernier Café Spirituel, celui du 17 mars. Le sujet, plus précisément, c'était l'art comme voie d'éveil. Alors, pour vous restituer les meilleurs moments de ce rendez-vous, sont avec moi Dominique. Bonjour Sylvie. Jean-Charles. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous entraîner dans les arcanes des mandalas, de la géométrie sacrée et des crop circles. C'est donc Philippe Mariot qui est avec nous. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Et on vous entendra surtout en deuxième partie, mais on espère aussi en première partie de cette émission. Alors, donc, pour parler de l'art comme voie d'éveil, peut-être qu'on va d'abord définir ce qu'on a entendu par éveil. Alors, est-ce qu'il y a un éveillé parmi nous ? Il y avait une belle présentation qui était faite par Serge Haddad Voilà. sur l'art comme voie d'éveil. Peut-être... Alors, en fait, Serge, il ne s'est pas trop axé sur l'éveil, justement. Il a vraiment insisté sur le fait que l'art permet d'accéder à la dimension spirituelle du monde et créer du collectif, ce qui est par essence pour lui spirituel. Il a donné une image intéressante de l'artiste. Pour lui, l'artiste, c'est celui qui est capable de lâcher son identité pour vivre dans un état d'ivresse. Ce qu'on rattacherait à Dionysos, l'état dionysiaque. Et en même temps, il met en forme cet état par une technique. Et là, ça fait référence à Apollon, au dieu de l'art, mais de l'art maîtrisé, des moyens techniques qu'on met en œuvre pour donner une forme à ce qu'on perçoit du monde, à ce qu'on a envie de transmettre de notre monde intérieur. Et voilà, donc ça, c'était un aspect intéressant qu'il a souhaité mettre en évidence dans sa présentation. Et puis, il a insisté aussi sur le fait que pour lui, pour qu'il y ait art, il y a 3 entités en jeu, oui. C'est-à-dire l'œuvre, l'objet, l'artiste, mais aussi le public, qui joue un rôle à part entière dans l'existence de l'œuvre. Voilà, donc... Le public collectif, il ne parlait pas même du public individuel, de l'observateur, mais plutôt d'un... Des espèces d'entités collectives qui existent même si on est seul devant une œuvre. Il a insisté sur le fait qu'on n'est jamais seul devant une œuvre, qu'on est forcément accompagné par tous ceux qui ont été touchés par l'œuvre à travers le temps. Voilà, donc ça c'était très intéressant. Ah ouais, moi ça aurait tendance à me faire penser que ça rejoint 2 choses. D'abord, il faut, comme c'est écrit, je crois, dans l'Ancien Testament, il faut nommer quelque chose pour qu'elle existe. Et là, c'est comme s'il fallait voir quelque chose pour qu'elle existe. Et donc là, on tombe sur la physique quantique où, s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a rien à observer. Et s'il y a un observateur, ça affecte forcément l'objet observé. Oui. Ben, ça démarre très fort. Merci Dominique. Alors, tant qu'on est dans ce champ-là de la physique quantique, il y a... une approche de Deepak Chopra que je trouvais intéressante et qui interpelle l'observateur, l'auditeur, en demandant où se trouve l'œuvre du compositeur avant que celui-ci ne la crée. Est-ce qu'elle est dans le cœur du compositeur? Est-ce qu'elle est dans l'esprit du compositeur? Est-ce qu'elle est dans l'âme du compositeur? Et lui, il considère en fait qu'elle est en effet
dans l'âme du compositeur, et pour rejoindre un petit peu ce que disait Serge Haddad, où il y a une technique que dans les temps anciens, on confondait on rassemblait la technique et l'art, considérant que on peut considérer que l'artiste est celui qui a cette connexion avec ce chant, le chant quantique, l'ordre sublatant, là où est contenue cette œuvre-là avant qu'elle soit exprimée par la technique que va développer l'artiste, le peintre, le compositeur, le musicien, par cette technique-là, que cette œuvre existe déjà et que c'est au moment où le compositeur ou l'artiste la crée que on a pu observer quand on scrute avec de l'imagerie le cerveau des personnes comme ça, qu'il y a un amas de photons qui se créent et qui permettent justement cette connexion et d'aller chercher quelque chose qui existerait déjà et qui va par l'intermédiaire du compositeur ou du peintre pouvoir s'exprimer, et que l'artiste rend accessible quelque chose qui existe déjà, mais en aucun cas c'est dans son cerveau, c'est dans des molécules de graisse en fait, c'est pas contenu à l'intérieur. C'est en potentiel. C'est en potentiel. Voilà, c'est comme la conscience qu'on sait maintenant ne pas être intracérébral. Comme si tout était en potentiel, et qu'en fait c'est à nous de l'animer. Tu vois, tu parlais de photons, mais c'est un peu comme des photons qui peuvent être animés par le verbe. C'est ça l'histoire du verbe créateur d'ailleurs. Hein, c'est le mettre en onde, et là c'est comme ça qu'on crée la matière. On est en train de le prouver là, plus ou moins maintenant, et de plus en plus. Mais tout ça existe, et nous l'animons. Et animer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une âme. Donner forme aussi, mettre en mouvement. Oui. Aller chercher, l'artiste va manifester ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Et à travers lui, il va révéler ce qui est en germe, ce qui est en potentiel. Et qui est présent en chacun de nous, dans lequel, une fois qu'il aura réalisé ce qu'il aura réalisé, chacun va pouvoir s'y reconnaître, s'y projeter, et y reconnaître une part de lui-même. C'est là qu'est la dimension, je dirais, spirituelle de la démarche de l'artiste, et qui, selon son degré de connexion avec cette dimension inconsciente et spirituelle, va permettre au spectateur de s'élever jusque là où a été l'artiste. Et devenir presque artiste lui-même, en fait. Découvrir qu'il a peut-être ça lui aussi en lui. Ça va activer quelque chose, révéler en lui quelque chose. Et je pense que, excuse-moi Sylvie, mais je pense que, merci Philippe, parce que c'est exactement ça, je le sens vraiment comme ça aussi. Et donc tout existe, et en fait chacun avec sa propre sensibilité et ses propres dons. Il y en a qui sont doués pour la peinture, d'autres pour la sculpture, d'autres pour la musique, etc., va l'exprimer à sa façon. Oui, parce que chacun de nous, en fait, est un créateur. C'est là que, quand on est devant une œuvre d'un artiste, il peut ressentir effectivement ce processus de création qui est inhérent à toute forme de création, de vie, etc., qui fait que on est animé par une pulsion créatrice qui peut nous amener à des sphères inattendues et des aspects de nous-mêmes encore en latence. Et c'est vrai qu'on a évoqué la question de savoir si on était tous artistes et tous créateurs, et en fait on s'est rendu compte qu'on était pour beaucoup des artistes bloqués, des artistes. Oui, alors j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est que j'ai découvert avec le mandala, c'est qu'avec le mandala, il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour découvrir qu'on est un créateur. C'est quoi la différence entre un artiste et un créateur? Un créateur, c'est... un artiste, ça pourrait être quelqu'un qui utilise l'art comme voie d'expression créatrice. Créateur, et donc il utilise des supports comme la sculpture, la peinture et la musique, la danse, etc. Un créateur, il se manifeste partout.
dans chaque instant de sa vie. Juste, c'est la vie, oui. On est créateur. Voilà, Dans ce sens-là, conscient. on est tous des artistes, on est tous créateurs de notre propre vie. Oui, l'artiste a simplement fait le choix de vouer sa vie, ou une partie de sa vie, voilà, à exprimer. Voilà, mais un créateur, quelqu'un qui est en cuisine, ça peut être un créateur, quelqu'un qui fait un travail dehors, peu importe, il peut faire de sa vie une création. Et alors, pour que cette création touche au cœur, au point de pouvoir parler d'éveil, il va bien falloir qu'on y revienne et qu'on définisse, puisqu'on était parti sur l'éveil avec un grand E quand même, pour que ça touche au point de nous bouger à l'intérieur et de nous amener à des états de conscience particuliers. Je parlerai tout à l'heure d'un auteur qui décrit très très bien comment la vision d'une enluminure a complètement bouleversé sa vie. C'est devenu aujourd'hui un très grand enlumineur, Jean-Luc Leguet. Est-ce que cette œuvre a besoin de passer par la beauté? On s'est posé la question de savoir si c'est la beauté qui touche ou est-ce que c'est simplement le fait que passe quelque chose de transcendant. La beauté est une voie royale, je dirais. Mais après, on peut être un art névrosé, une expression artistique névrosée peut être aussi un catalyseur en ce sens qu'on se rend compte que c'est voilà, ce que ça fait en soi, ça dérange, ça nous plonge dans une névrose dans laquelle on a envie de s'en sortir. C'est en ce sens-là que l'art a une capacité de transcender ce qui est de l'ordre de la souffrance. Et il y a beaucoup d'artistes, Van Gogh notamment, qui ont réalisé des œuvres à travers laquelle cette souffrance a été transcendée. Et qui fait que ça touche beaucoup les gens, parce qu'ils se reconnaissent à la fois dans cette névrose, dans cette souffrance, mais en même temps qui leur amène un mieux-être parce que cette souffrance a été transcendée à travers une expression picturale. Donc c'est en ce sens-là que... Après, au niveau de l'éveil, c'est... qu'est-ce qu'on entend par éveil? Voilà, c'est vrai que j'aurais voulu qu'on passe rapidement quand même sur ce sujet qui mériterait 42 émissions. Qu'est-ce que l'éveil? Parce que là, on parle de l'éveil avec un grand E, hein, pas de l'éveil éducatif. Mais... Juste, ça peut apaiser la souffrance et on évoquait le fait que c'était probablement l'art qu'on allait développer, c'était celui qui allait nous mettre le plus en joie, qui allait nous apporter le plus de bien-être. Je fais un petit rétropédalage sur le travail de l'artiste. Il y avait José Correa qui était présent lors de ce café spirituel et qui nous disait: il n'y a pas d'artiste, il n'y a que des hommes au travail. En citant Aldous Huxley. Oui, et qui nous disait: je me suis jamais considéré comme un artiste, je comprends pas l'art contemporain, je me qualifie comme un illustrateur, quelqu'un qui fait des images, un peu moins d'artiste. Pour lui, c'était un peu moins d'artiste, un peu plus de travail. Mais ça veut dire que l'artiste, il va travailler sa technique pour pouvoir transmettre ce qu'il aura à exprimer. Oui, c'est à travers son travail, son activité, parce que voilà, je préfère le mot activité qu'au mot travail. C'est à travers son activité qui va fortifier sa connexion, développer son don, lui donner forme et permettre d'exprimer pleinement son potentiel. Voilà. Et un deuxième petit point, je reviens encore un peu en arrière parce qu'on a parlé effectivement tout à l'heure de quelque chose qui serait contenu dans autre chose que dans notre cerveau pour étayer la thèse qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit dans l'ordre sublatent, dans le champ quantique, enfin dans tout ce qu'on voudra, c'est que plusieurs formes d'art sont apparues simultanément dans des lieux extrêmement distants, sans aucune connexion d'hommes entre hommes, ce qui pourrait bien laisser penser que il y a ces connexions qui se... Oui, il y a forcément c'est un peu l'histoire du centième singe, oui. Voilà, où on fonctionne en fait sur une grille électromagnétique qui fait que l'information circule au-delà des frontières, au-delà du visible. Et c'est en ce sens-là aussi que dans l'art, toute expression artistique, il y a une dimension invisible qui prend part et qui fait qu'elle touche le spectateur comme elle a touché son auteur. Je crois que le mot-clé, là, c'est vraiment connexion. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus facile qu'on comprend de mieux en mieux qu'on est tous interconnectés.
mais ça a toujours existé à l'époque de la guerre froide. Des scientifiques qui étaient en vase clos du côté américain, du côté russe, découvraient la même chose à une semaine près, parce que l'information est dans l'air, et c'est celui qui cherche, qui a donc posé la question, qui a cet acte au départ, hein, c'est ça, l'activité de l'artiste dont on parle, c'est ça, c'est poser la bonne question, et la poser bien et sincèrement, et là la réponse viendra presque d'elle-même. Mais on peut peut-être revenir à la voix d'éveil, Sylvie, parce qu'on n'arrête pas de revenir en arrière. Alors... Oui, mais je ne sais pas si on va... Ouais, on va voir. Très rapidement, c'est difficile évidemment de définir l'éveil, puisque c'est quelque chose qui échappe à l'intellect. Hein. Donc c'est assez difficile à exprimer. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'expérience d'un état de conscience qui nous met en contact avec notre nature profonde. Un état où le sujet disparaît, où qui nous reconnecte donc. Et qui nous reconnecte donc. Oui, mais à quoi Alors après, on va appeler ça le divin, le tout. Le soi, ça va dépendre des traditions, ça va dépendre de notre culture, ça va dépendre du vécu de chacun. Donc la question qu'on s'était posée au départ, c'est si l'art nous permet, nous facilite cette expérience. Moi j'ai trouvé qu'effectivement Jean-Luc Leguet, donc, qui était un ancien chorégraphe reconnu, qui avait une vie très, très accomplie, tout à coup tombé sur une enluminure qui lui a procuré cet état d'éveil. Il le décrit très très bien dans son livre qui s'appelle Le Maître de Lumière, qui est très très beau. Et donc il a tout quitté pour passer 10 ans avec un maître enlumineur pour finalement, au bout des 10 ans, commencer seulement à réaliser des enluminures de toute beauté et qui sont là effectivement des supports d'éveil. On peut parler de supports d'éveil comme pour certaines icônes. Et en fait, ce qui caractérise les icônes ou les enluminures, c'est que l'ego de l'artiste est complètement absent. C'est-à-dire que les artistes, que ce soit d'icônes ou d'enluminures, disent bien qu'une œuvre ne leur appartient pas. Et qu'à la limite, on la signe que si elle est ratée. Si elle est réussie, on ne la signe pas, puisque c'est vraiment quelque chose qui vient de beaucoup plus haut, de beaucoup plus grand que nous. Je voulais aussi évoquer le fait qu'il peut y avoir de l'art et une expérience d'éveil face à l'art sans artiste, si on pense à ce que la nature produit comme œuvre sublime, superbe, d'une science, en plus, ça, on y reviendra avec Philippe, des œuvres d'une géométrie parfaite, une géométrie sacrée, comme on dit, une mathématique qui est cachée dans les formes superbes des végétaux, des minéraux et de plein de choses qu'on admire dans la nature. Donc l'art, c'est aussi quelque chose qui ne passe pas forcément par un artiste, par un ego ou par un... Et c'était quelque chose qui a été beaucoup évoqué aussi dans notre rencontre. Nous baignons dans la création. Nous baignons dans la création. Et un artiste, beaucoup d'artistes s'inspirent de la nature pour justement reconnecter cette dimension de la création. Mais en fait, un artiste, ce qui le fait jubiler, tu parlais de joie tout à l'heure, mais un artiste, ce qui le fait vraiment kiffer, comme disent les jeunes, c'est le processus, c'est vivre ces moments de création. C'est pas l'œuvre en elle-même, la finalité. Non, c'est ce processus. C'est la transcendance qu'on vit quand on agit. Qui nous amène justement à ça. Ouais. Mais justement, on parle d'art et de nature, mais je crois qu'avec raison, on les dissocie toujours, art et nature. D'ailleurs, nature, c'est art nu. Hein. Art et nature, c'est art nu. Oui, c'est à l'envers. Décidément, j'ai pas le cerveau câblé pour. Ah oui, non. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est bien. Ouais. Et... Alors, écoutez, je vous propose de faire une pause musicale avec Purcell au Solitude. Oh, solitude, my sweetest choice. Oh, solitude, oh, solitude, my sweetest, sweetest choice. Places to
remote from tumult and from noise. Are ye my restless thoughts delight? Oh, solitude. Oh, solitude, my sweetest, sweetest choice. Oh, heavens, what content is mine to see those trees which have appeared from the nativity of time, and which all ages have revered, to look today as fresh and green, to look today as fresh and green as wonder beauty's first was seen. How agreeable a sign is hanging, mountains to appear, which unhappy would invite to finish all the sorrows here. When their heart fate makes them endure such woes as only death can cure.
Il y a une réflexion qui a été dite pendant ce café spirituel qui concerne la question du beau, et j'ai trouvé très intéressante. Une personne a dit que dans la recherche du beau, on s'éloigne de l'éveil. Alors c'est très provoquant comme idée, ça nous dérange un peu. Et en même temps, ce qu'il explique en disant ça, c'est que en fait, on ne veut voir que les émotions joyeuses, heureuses, alors que s'éveiller, c'est s'éveiller à la réalité et non rester dans le monde, ce monde qui nous endort, le monde du merveilleux, à l'image de nos rêves. L'éveil, d'après lui, donc d'après cette personne, c'est être là et voir les choses telles qu'elles sont. Il ajoute même que si, au lieu de regarder les œuvres des autres, de pleurer en lisant des romans, on regardait sa vie comme une œuvre, les choses iraient mieux. Donc j'ai trouvé ça intéressant. D'abord, ça fait écho au bouddhisme. Le bouddhisme, dans les enseignements en tout cas que j'ai entendus, le projet, c'est pas d'embellir le samsara, c'est pas de le rendre confortable, agréable, mais bien de le transcender, mais bien de s'en libérer. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, et, c'est vrai qu'une œuvre peut avoir l'illusion d'être belle. Et c'est vrai que dans le bouddhisme, ça m'a beaucoup aidé justement. Je me suis rendu compte dans ma démarche que je créais des mandalas plein, ce que j'appelle le mandala du samsara, c'est-à-dire des mandalas qui étaient chargés de névrose, mais que je trouvais ça beau au début. Et petit à petit, en fait, je ressentais que c'était une expression de ma névrose personnelle et j'en ressentais un mal-être qui, au fil des jours ou du temps, commençait que je commençais à ressentir avec cette œuvre, avec ce mandala, jusqu'à ce que je le brûle, que je m'en... Et en fait, je me suis rendu compte dans ma démarche que derrière, en fait, quelques mandalas du samsara surgissaient de façon tout à fait inattendue un mandala du nirvana. C'est-à-dire un mandala chargé d'une énergie, d'une fraîcheur, d'une légèreté, d'un enthousiasme, d'une beauté toute particulière et qui élevait, qui m'a mené de l'expansion, de l'expansion, de l'expansion à chaque fois que je le voyais, que je le regardais, alors que les autres, au fur et à mesure que je les voyais, ils me faisaient chuter en taux, en énergie, en état d'être, en émotions négatives, etc. C'est là où j'ai pu faire la différence. Voilà. Alors, justement, Philippe... Et c'est en ce sens-là que ça m'a aidé justement à mieux comprendre cette notion d'éveil. D'accord. Alors justement, Philippe, donc je crois que tu peux peut-être te présenter. Tu es artiste, tu peins des mandalas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à peindre des mandalas et comment tu as poursuivi tes recherches en matière de géométrie sacrée, oui, etc. Donc je suis artiste-auteur, enfin je me reconnais en tant qu'artiste-auteur. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu une activité artistique. J'ai cherché j'ai exploré des tas de voies, la gravure, le pastel, étudié beaucoup de sujets comme le portrait, le paysage, etc. Étudié différentes techniques, la gravure. J'ai même été dans la publicité pour explorer une dimension de ma créativité. Et à une période de ma vie très chaotique où ma vie s'est complètement anéantie de partout, le mandala est arrivé dans ma vie à travers une exposition d'une artiste. Et j'ai eu envie de faire l'expérience de ces mandalas et de cette forme d'expression. Et tout de suite, j'ai ressenti un état d'être très particulier qui me procurait de la joie, de la plénitude, de la sérénité, de l'harmonie. Et ça a été une révélation. Et à partir de là, je me suis engagé corps et âme. J'ai découvert, j'ai compris et senti que c'était le support que j'attendais depuis longtemps. Mais il me fallait en fait que ça arrive à un certain moment de ma vie. Et la première question qui m'est venue, que je pressentais, c'était comment on réalisait des mandalas. Je pressentais qu'il y avait des lois. Donc pendant quelques années, j'ai d'abord réalisé ce que j'appelle des mandalas spontanés, des mandalas sauvages, des mandalas intuitifs, jusqu'à ce que petit à petit, je commence à m'intéresser à la géométrie sacrée, à étudier des mandalas que j'appelle sacrés, comme les rosaces, les fleurs de vie. Elle est arrivée un peu après.
Donc les rosaces, les triskel, les yantras, les motifs celtes, islamiques, et donc à comprendre, donc j'ai étudié jusqu'à comprendre comment c'était dessiné de A jusqu'à Z, et à partir de là, comment la géométrie sacrée était utilisée. Et suite à ça est arrivée la fleur de vie, par une amie artiste qui me l'a présentée. Je me suis mis à la dessiner. Et alors là, ça a été le feu d'artifice. Voilà, ça a connecté dans tous les sens. Pendant une semaine, j'étais en ébullition complète. Et suite à ça, j'ai appris que c'était en mai 98 qu'il y avait un stage, parce que la fleur de vie a été révélée au grand public par un chercheur américain qui s'appelle Drunvalo Melchizedek, qui est l'auteur de L'Ancien secret de la fleur de vie aux éditions Ariane. Et donc, un de ses premiers séminaires en 1998 est arrivé en France, qui durait 5 jours, et ça a été un moment de connexion très profonde pour moi, et dans lequel il donnait des tas d'informations au niveau de la géométrie sacrée, que je n'avais vu nulle part ailleurs. Et en 2002, donc je commençais à introduire la géométrie sacrée dans mes mandalas, et parce que déjà le mandala m'a permis de me reconstruire suite à cette période d'anéantissement, me reconstruire de l'intérieur, me reconnecter, me réguler beaucoup de tensions émotionnelles, générer une harmonie, retrouver un état de quiétude que j'avais perdu. Donc il y avait vraiment une vertu thérapeutique. Absolument, absolument. C'est là que tout de suite la dimension thérapeutique et artistique était intimement liée. D'ailleurs, dans ma démarche avant, je revenais toujours à l'art parce que ça m'a mené à un mieux-être. Et donc cette dimension thérapeutique, et avec la géométrie sacrée, en fait, j'ai découvert un pouvoir de connexion. Déjà, le mandala est très connectant comme forme, mais la géométrie sacrée, quand on introduit la géométrie sacrée dans les mandalas, c'est encore plus connectant. Donc la géométrie sacrée, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est une sorte de science, en fait, de la construction de formes. Alors la géométrie sacrée, c'est à la fois un art, une science, et ça amène à une dimension sacrée. Alors en quoi ça amène une dimension sacrée? C'est que qui dit géométrie sacrée dit nombre d'or. Nombre d'or, je pourrais dire que le nombre d'or, c'est un activateur de lumière. C'est un peu en cuisine, comme en cuisine quand on met de la levure dans un gâteau, et il lève. Et bien, quand on introduit le nombre d'or dans ces œuvres, et bien ça élève. Ça élève notre conscience, ça élève notre connexion intérieure, ça nous permet de nous connecter à un niveau plus élevé que d'habitude. Et ce nombre d'or, tu peux nous donner des exemples d'œuvres ou de réalisations, ou même de, je sais pas, de végétaux qui Alors, la nature, l'expriment et qu'on voit finalement sans s'en rendre compte, sans oui, savoir. alors, c'est-à-dire que le nombre d'or est une passerelle qui permet de relier le profane au sacré, et la nature utilise la géométrie sacrée à travers les spirales, notamment du tournesol. Mais même dans le déploiement des feuilles et des branches sur un arbre, Absolument. c'est toujours fonction du nombre d'or. Je crois que le nombre d'or, c'est le nombre de la matérialisation. Du divin dans la matière. C'est la manifestation du divin dans la matière. C'est une façon... le nombre d'or, c'est comme une passerelle qui permet de nous relier à ce continuum de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est quelque chose qui... Comme par exemple, les pyramides sont des formes qui connectent sur des sphères beaucoup plus élevées. La quadrature du cercle, par exemple, aussi. Voilà, donc j'ai plus l'habitude d'en parler avec des images que sans images. C'est pour ça que je me sens un peu déstabilisé par ça, par cette question. Et quand je disais que c'était le nombre de la matérialisation, c'est parce que c'est l'information. Le nombre d'or, c'est l'information, c'est lui qui laisse passer la lumière. Donc tu parlais du divin dans la matière, mais c'est lui qui va initier aussi la polarisation. Et la matière n'est rien d'autre que de la conscience polarisée.
Alors, le mot conscience, je vais y revenir là-dessus, parce que justement, c'est un éveilleur de conscience. C'est un outil d'éveil de conscience. Le nombre d'or? Le nombre d'or. C'est la poudre de perlimpinpin chez les magiciens. C'est quelque chose qui va favoriser justement cet éveil intérieur et cette connexion à cette dimension spirituelle qui est en chacun de nous et qui est présente aussi dans la nature. D'accord. Et donc, les crop circles dans tout ça? Alors en 2002, c'est en 2002 que les crop circles sont arrivés et par le biais simplement d'un calendrier qui venait d'Angleterre. Mhm. Et je me suis dit, ben, je vais faire pareil que pour les mandalas, c'est-à-dire que je vais étudier leur géométrie et faire comme pour les mandalas sacrés, savoir comment ils ont été dessinés. Alors, peut-être que pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'un crop circle, on Et peut moi aussi. rapidement... Et Je pour sais pas. Jean-Charles, spécialement pour Jean-Charles, qui ne connaissait pas Ben non. jusqu'à aujourd'hui les crop circles. D'accord. Ce sont donc des... peut-être Alors je les laisse crop expliquer. circles, c'est un mot anglais. Crop, ça veut dire moisson et circle, c'est cercle. Donc c'est le Alors, phénomène. Il y a un nom français, c'est agroglyphe. Qui est affreux. Oui, donc c'est le phénomène des cercles, le phénomène des cercles dans les champs. Depuis et qui se produit essentiellement en Angleterre, dans une zone très 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 définie, dans laquelle se trouvent des sites mégalithiques d'origine celte. Et donc chaque année, dans ces champs anglais, aux grandes dames des agriculteurs, apparaît des formes uniques à chaque fois, entre donc le mois de mai et le mois d'août. Et ça depuis les années 70 à peu près. Oui, ça a commencé, mais c'est surtout à partir des années 90 où le nombre de crop circles ont augmenté et leur complexité aussi. Voilà, c'est ça. Avec la façon dont tu en parles, en fait, moi je vois bien, j'en ai parlé tout à l'heure, on en parlait ensemble, je crois qu'ici on appelle ça des rondes sorcières. Non. Mais c'est vrai, hein, je vois Oui, tout à fait oui. ce dont... Alors, Alors, ça peut avoir plusieurs noms. Hein. Oui, c'est un joli nom, c'est la première fois que j'en entends parler, mais c'est un joli Ça nom. peut parler à quelques auditeurs. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai voulu faire pareil et étudier ces formes. Donc j'ai abordé les crop circles par ma sensibilité d'artiste. Mhm. Et en fait, j'ai voulu mettre en œuvre la géométrie sacrée que j'avais découverte et comprise sur les crop circles, et ça ne fonctionnait pas. Tout ce que j'avais appris, ça ne fonctionnait pas. Et or, il s'avère que 4 ans plus tôt, comme je l'ai dit, j'avais participé à ce séminaire de Dombvalo, et je me suis dit, ben, je vais partir à partir de ces travaux, parce que sa géométrie sacrée dont il parle, j'en avais jamais entendu parler. Donc en fait, et c'est grâce à ces travaux que j'ai pu mettre au point une méthode qui m'a permis de retrouver le tracé de plus de 500 crop circles. Qu'est-ce que tu veux dire par retrouver le tracé? C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire retrouver comment ça a été dessiné d'un point de vue géométrique. Mhm. D'un point de vue géométrique. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous savez comment les choses ont été dessinées ou construites? Vous comprenez le message? On comprend mieux, tout au moins, comment ça a été fait. Et donc, L'intention? on peut effectivement commencer à connecter voilà, ce qui est en jeu. Mhm. Et j'ai découvert des choses absolument étonnantes. Et c'est en ce sens-là que j'ai vu à quel point ces formes étaient agissantes sur ma conscience. Sur ma conscience. En sens que eh bien, j'ai compris que, ou tout au moins, j'ai pris conscience. Parce que là, c'est plus du domaine de l'intellect, c'est du domaine de la conscience. C'est parce que je suis passé par l'expérience et non pas par la lecture. Et c'est grâce en fait à l'expérience que j'ai pris conscience. Pris conscience de quoi? Eh bien que ce sont des formes encodées d'énergie-lumière qui favorisent l'élévation de la conscience. Et pour toi, elles sont produites par qui? Et par quoi? Alors les crop circles qui m'a été donné d'étudier, parce qu'il existe des crop circles aussi d'origine humaine. Oui, oui, on le sait. Ouais. Bon. Mm. Mais ceux qui ne sont pas d'origine humaine, donc que j'ai pu identifier grâce à cette géométrie sacrée si particulière, donc c'est d'origine non humaine. Alors qui dit non humaine, ben, on pense effectivement à tout ce qui est de l'ordre de l'extraterrestre. Mais quand on parle d'extraterrestres, je ne veux pas parler des extraterrestres de ceux d'Hollywood, Oui, bien sûr. des aliens, des entités négatives, etc. mm. En fait, il existe d'autres réalités qui sont imbriquées à la nôtre
et qui viennent nous filer un petit coup de pouce, parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est que malgré toute la technologie, la connaissance que nous avons à notre disposition de la Terre, etc., ben, nous sommes en train d'anéantir cette Terre, D'accord. justement par un défaut de conscience. Donc, avec les crop circles, avec les mandalas, on peut accéder à des... Ce sont des supports qui favorisent l'intensification de la conscience, qui permet de se reconnecter à soi, d'être en intimité avec soi, et de retrouver une dimension, en fait de découvrir que nous sommes un microcosme à part entière, que chaque être humain est un microcosme à part entière, qui s'inscrit dans le macrocosme de l'univers, et qu'ils sont tous les deux régis par les mêmes lois. Alors, c'est tellement passionnant qu'on t'écouterait pendant des heures. Malheureusement, le temps passe. Comment faire pour en savoir plus, te suivre, voir tes œuvres aussi? Alors, tous mes travaux sont disponibles sur mon site www.cropcirclegeometry.com, et j'ai également fait un site dédié à mon activité artistique qui s'appelle amarudi, amarudi.com. D'accord. Donc Crop Circle, c'est Crop, C-R-O-P. C-R-O-P, Circle, C-I-R-C-L-E. Et tu as des conférences prévues dans la région, par exemple? Oui, alors je donnerai une conférence le mercredi, la veille de l'Ascension, et le jeudi de l'Ascension à Plazac. La conférence et l'atelier se feront à Plazac, au centre Lune Soleil. Je donnerai un atelier d'initiation à la géométrie sacrée des crop circles le jour de l'Ascension. C'est quand le jour de l'Ascension? Eh bien, ça doit être jeudi. le 29 ou le 30 mai. D'accord, très bien. Ah ben écoute, on ira te rencontrer avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci, merci. On mettra les liens sous la Table. Sous la vidéo qui sera postée sur YouTube. Alors, on se retrouve, pardon, Jean-Charles, on se retrouve tout de suite après Meaning de Cascadeur. I'm a strange man, like your angel. I'm invisible, like a monster. But someday you understand the meaning of my life. But someday you understand the meaning of this world. I'm the speaker of your silence. I'm the questioner to your answer. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand all the meaning of
Philippe, est-ce que tu te considères comme un canal dans ton activité artistique? Si on considère un canal comme un intermédiaire, comme un médium, comme justement quelqu'un qui s'efface, où l'ego s'efface pour laisser passer, oui, je suis foncièrement, je me reconnais en tant que tel. Absolument, absolument. Et comment ne pas l'être quand on fait des mandalas? Ouais. Comment ne pas l'être? Un canal, pour moi, c'est des sections rondes, donc voilà, en étant un mandala, simplement, et les crop circles, étant fait de cercles essentiellement, c'est de même nature. Mais alors, Absolument. quand on regarde tes peintures, est-ce qu'on risque de s'éveiller? Non, mais pas. Enfin, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, sachant que cet éveil-là, ne nous appartient pas. Mais nous vivons une période tout à fait propice et particulière qui favorise cet éveil-là. D'ailleurs, pourquoi cet éveil peut se provoquer, les bouddhistes le disent couramment, c'est que, et ça c'est une notion que j'ai découverte avec les crop circles, c'est que nous vivons la fin d'un grand cycle de 26 000 et quelques années et que nous rentrons dans un nouveau grand cycle et que cette confrontation fait que, et que chacun de ces deux plans, ces deux grands cycles sont en lien avec deux niveaux de conscience différents. Eh bien oui, nous vivons la fin d'un grand cycle, la fin d'un monde, et le début d'un nouveau monde qui implique de changer de conscience, d'élever sa conscience. Et justement, les crop circles, en ce sens-là, viennent infuser dans la conscience collective des informations qui nous permettent de nous connecter, de nous harmoniser avec ce nouveau plan de conscience. Et Qui nous éveille donc. et qui favorise un éveil, justement, et de notre nature aussi profonde. Et c'est en ce sens-là, j'ai envie de vous poser la question, quelle est notre nature profonde? C'est quoi notre nature profonde? Elle est faite de quoi, notre nature profonde? C'est une très bonne question. Ah bah vas-y, réponds. Tu as À laquelle je ne la répondrai parole. pas tout de suite. Mais juste pour... Alors, pour faire court, notre nature profonde, nous sommes conscience. Conscience. Nous sommes pure Pure conscience. Et c'est en fait l'enjeu, c'est de devenir conscient que nous sommes pure conscience. Oui, Et c'est en ce sens-là que ma démarche d'artiste, qui est à la fois une démarche de chercheur et de scientifique, eh bien, ça a été de découvrir, de prendre conscience que ma nature profonde, comme celle de tous les humains, est conscience, est pure conscience. Et que cette pure conscience n'est pas non seulement à l'intérieur et nous anime chacun, nous, fondamentalement, mais elle est partout à l'extérieur. Et elle se manifeste sous de multiples formes. Elle est connectée, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Mais c'est forcément connecté puisque c'est la même nature, c'est la même sève, c'est ce courant de vie que justement véhicule le nombre d'or dans les œuvres. Ce courant de vie qui vient énergiser notre conscience, la stimuler et nous débarrasser de ce carcan dans lequel on s'est enfermé. Notre conscience a été enfermée pendant des siècles et des siècles. Et le mouvement des Gilets jaunes est justement un mouvement d'insurrection, mais d'éveil de conscience. Absolument. Absolument. sur le champ politique. Mais davantage Pas que que sur le champ humain. Pas sur le champ seulement, pas seulement, c'est vraiment le reflet. Attendez, sur le champ politique, dans le sens de l'organisation du vivre ensemble, pas sur le champ politique de politique politicienne. La politique, ça reste quand même dans le sens noble du terme, de l'organisation, de la façon de la vie sociale. dont on peut vivre Ensemble. en collectif. Absolument. Oui, quand je parle du champ politique, je ne parle pas uniquement... De l'oligarchie Voilà, politique. absolument, non, D'accord, c'est d'accord. bien loin. Mais si on revient sur le thème du café spirituel avec pour thème l'art comme voie d'éveil, en quoi l'art dans toutes ses formes, sur l'écoute d'une mélodie, d'une belle musique, la contemplation d'une œuvre, la contemplation de l'œuvre de la nature, quand on est devant un paysage à vous couper le souffle, peut, plus que la méditation, plus que d'autres façon d'accéder à l'éveil, peut nous permettre justement de connecter à quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous reconnecter justement à notre être profond, à la véritable nature de l'être que nous sommes. Parce que l'art passe par l'expérience,
passe par les émotions, passe par Les notre sens. dimension sensible, Mhm. et il ne passe pas par l'intellect. Il passe par Et le c'est en cœur. quoi c'était intéressant, Il passe par justement. le cœur, oui. Voilà, passe par le cœur. Et c'est en ça qu'on pouvait, quand on appréciait une œuvre, on pouvait soit la juger, la considérer avec le mental, en lui attribuant En analysant. voilà, en Une étiquette. analysant, Mhm. soit la ressentir avec le cœur. Et c'est là peut-être où on avait la meilleure perception de l'œuvre et où on pouvait être touché le plus sincèrement. C'est quand on faisait abstraction de la partie égotique de l'individu en regardant cette œuvre avec le cœur. Ce que je trouve intéressant au niveau du mandala et de la géométrie sacrée, c'est que ça permet, en fait, ça donne de la nourriture au niveau du mental, parce qu'il y a une structure qui est existante que le mental peut percevoir. Ça permet aussi de sentir au niveau du cœur, et ça permet aussi de sentir au niveau des émotions. En fait, la géométrie sacrée, et le mandala en particulier, permet d'unifier ces trois polarités, et de faire l'expérience justement de cet équilibre, de cette triunité mentale, cœur, émotion. Et je crois que, oui, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que même si on n'a que la démarche mentale, on est affecté par l'art, hein, comme on ne peut pas s'empêcher d'être affecté par l'art, de la même façon qu'on ne peut pas s'empêcher d'être affecté et donc éveillé par le nombre d'or. Où il y a sa présence, il y a de la lumière. Et c'est dans ce sens-là où l'art peut être un moyen d'éveil, et est un moyen d'éveil à mon avis, c'est qu'il nous met en relation avec d'autres dimensions de notre conscience. On pourrait presque dire d'autres consciences, mais en fait, il n'y en a pas d'autres. C'est juste d'autres dimensions, souvent ignorées jusqu'alors, de notre conscience et de la conscience. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jean-Charles, tu avais un coup de cœur aujourd'hui à nous proposer? Oui, alors ça rejoint un peu ce dont on parlait entre l'esprit, le cœur. Je voudrais vous parler de Greg Braden. Et je remercie à ce propos Sylvie Bergeron qui a fait une transcription d'une conférence de 4 heures de Greg Braden, dans laquelle j'ai pu puiser quelques idées fortes. Alors pour vous présenter en 2 mots qui est Greg Braden, c'est un auteur de best-seller, il a fait une carrière dans l'informatique de haut niveau. Et il a entrepris une quête qui l'a conduit dans les monastères de l'Égypte, du Pérou et du Tibet, à la recherche des secrets encodés dans les traditions ancestrales. Et ses travaux ont fait de lui aujourd'hui un des pionniers et un expert dans le domaine de la physique quantique et de la matrice divine. Il nous dit que nous influençons le monde par le fait même d'exister et d'être dans le monde. Que plus le monde physique est regardé par l'observateur, plus l'observateur a d'influence sur le monde. Et il nous interroge sur quoi nous portons notre attention depuis le 11 septembre 2001. On porte notre attention sur la peur. Et que c'est un peu le monde que nous sommes en train de créer, mais que nous pouvons changer et fabriquer ce que nous croyons. Parce que si le monde est fondé sur nos croyances, quelles sont les expériences sur le monde et sur nous? Il nous dit que notre expérience intérieure change notre expérience extérieure. Et que l'univers est toujours connecté par son énergie, et que c'est la raison pour laquelle nous sommes tous connectés, et que la matière qui compose le corps humain a un effet sur le monde physique. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Il nous dit que la mémoire de nos expériences est dans la matrice, dans le champ. Et ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, que le cerveau crée des neurones qui captent dans ce champ comme des antennes, et c'est pourquoi l'information est immédiatement disponible quand on travaille à ce niveau, mais que c'est le cœur qui est conçu pour travailler avec le champ, pas le cerveau. Et que dans le cœur, il y a 40 000 cellules spécialisées qu'on appelle des sensoring neurons, et que le cerveau, lui, crée des ondes circulaires lorsque nous entrons dans le champ avec notre cœur, et que nous devenons le champ, et que nous apprenons des choses que nous ne connaissions pas, et que le champ nous dit quoi faire à chaque instant. Donc il n'y a pas de secret possible, nous savons déjà tout.
Le tout, c'est de le mettre en œuvre. Le tout, c'est de le mettre... Et nous ne pourrons changer de matrice. C'est que par le cœur que nous pouvons changer de matrice. Et donc accéder à un nouveau paradigme. Et alors, il répond à une question que nous nous étions posée à l'issue de cette conférence que nous étions allés voir à Bordeaux de Grégory Moutombo, qui nous disait il ne faut pas juger, il n'y a pas de jugement. Et moi, en sortant de là, je me disais mais où se trouve l'appréciation entre le jugement et... Il nous dit comment savoir si c'est le sentiment ou l'esprit, la pensée qui nous parle. Il nous dit réponse, le cœur n'a pas d'ego et n'émet pas de jugement. Merci. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. On se retrouve. Et merci à Greg Braden d'être d'accord avec nous. En fait, il a dit à peu près la même chose que nous. Il doit nous écouter, je pense, régulièrement. Donc, prochain rendez-vous, oui. Le Café Spirituel, le prochain aura lieu donc dimanche 21 avril au Silver Hall, 25 rue Saint-Front à Périgueux, sur le thème joie, bonheur et plaisir. Voilà la distinction que l'on pourra faire. Le thème initial qui avait été choisi, c'était la joie, mais il fallait l'angler un petit peu. Donc on pourra lui opposer des autres aspects qui peuvent être le bonheur ou les plaisirs, pour replacer la joie quand même au centre des échanges que nous aurons ce jour-là. Voilà. Et donc, si vous voulez nous contacter, toujours par mail, vous pouvez nous écrire à caféspirituelpérigueux@gmail.com. Sur YouTube, vous nous trouvez Café Spirituel. Voilà, vous tapez sur YouTube Café Spirituel et vous retrouvez les précédentes émissions, enfin toutes les émissions qui sont retransmises donc le dimanche sur Radio Libre Périgord, chaque dimanche à partir de 13h, je crois. À partir de bientôt. 13h30. Ouais. Et 16h le jeudi. Ah ouais, c'est chouette. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Voilà, madame.